La France, en 1789, compte 28 millions d'habitants. La moitié de la population a moins de 20 ans. Paris, la capitale, compte 650 000 habitants. C'est le pays le plus riche d'Europe. La France aide l'Amérique à acquérir son indépendance face à l'Angleterre. Elle envoie des troupes avec le marquis de Lafayette à leur tête et lève des fonds importants. Qui peut me nommer des philosophes éclairés dont les idées ont présidé à la Révolution? Montesquieu, Diderot, d'Alembert, Rousseau, Voltaire, Bernard-Henri Lévy. On a dit des philosophes. Les livres, textes et pamphlets de ces philosophes qu'on appellera les Lumières portent et véhiculent des idéaux de liberté. Et leurs idées sociales et égalitaires vont nourrir et alimenter les aspirations à une révolution. Attention, citoyens, citoyennes, dans quelques minutes, nous allons pénétrer dans le boulevard de la Révolution. Mais je viens d'entendre sonner un téléphone portable. Oh, le son ne nous gêne guère, mais en 1789, ces appareils n'existaient pas. Alors veuillez éteindre vos iPhones, vos iPads, vos iTouch et les ranger dans vos poches. Quant aux appareils photo, ils n'existaient pas non plus. Je tolérerai uniquement les canons. les canons. Ah, les canons. Pour la Bastille. Ah, la Bastille. C'est mieux. Bien. Des citoyens et citoyennes viennent de circuler parmi vous pour vous demander vos doléances. Et oui, en 1789, le roi Louis XVI commet une faute impardonnable en demandant au peuple français ses doléances. Nous allons écouter les vôtres. Je demande qu'on écoute les plus petits, les modestes. Je demande un CDI. Je demande que la liberté et les libertés soient au centre de l'action publique. Je demande plus de dimanches dans la semaine. Je demande une salle de théâtre climatisée. Je demande à instaurer réellement l'égalité, la fraternité et la liberté. Je demande le bac avant tout. Vacances, j'oublie tout. Je demande la semaine de 12 heures de travail. Je demande que la bière soit gratuite et illimitée. Je demande la liberté de penser. Je demande que soit installé un sauna dans chaque maison, appartement. L'État sera chargé de subventionner à 100% chaque installation. Il peut être négocié éventuellement de le remplacer par un hammam. Je demande de l'argent pour tous. Je demande à voir plus de pièces de théâtre. Je demande de l'audace. Toujours de l'audace. Encore de l'audace. Votons! Je demande plus de sous, plus de sexe. Vive la branlette! Je demande plus de secrétaires dans les collèges. Au moins une de plus pour le Jean Jaurès. Ouais. Je demande du rire, de la joie, de la bonne humeur, de belles énergies pour tout le monde. Je demande plus de moyens pour l'éducation et la culture. Je demande ma liberté comme en 1968. Vive la grève générale! Je demande de ne plus travailler le mercredi. Je demande que les cons, politiques ou pas, bénéficient sans délai d'un traitement adéquat leur permettant de continuer à vivre normalement avec leurs égaux devant la loi. Ouais. Je demande la fin des privilèges. Je demande que la connerie soit considérée comme un crime contre l'humanité. Je demande des moyens de sécurité importants contre le terrorisme. Je demande Mickey Premier ministre, Picsou aux finances, Dingo à la justice, si j'étais président. Je demande du beurre dans les épinards. Je demande un plus grand respect pour les piétons, avec une jolie petite musique pour traverser les passages protégés. Cette année, c'est l'année du cochon. Je veux manger du cochon. Ouais. Je demande Ludo au mariage. Je demande plus de paye et de vacances et une buvette. Ouais. Je demande 52 semaines de vacances. Je demande plus de sous et moins d'impôts. On veut vivre et pas survivre. Je demande
du pain et des jeux. Je demande plus d'optimisme. Bien, citoyens, citoyennes, vous avez entendu vos doléances de 2017. Elles sont politiques au sens noble du terme. Et vous avez raison, car ce qui nous passionne, ce sont les frottements du passé avec le présent, d'hier avec aujourd'hui. À cette époque, les déficits publics ne cessent de s'aggraver. La dette en France flambe, celle de la Grèce. Ah non, Nathalie, pas la Grèce. Je vais le faire. En 1789, la France est composée à 85% de paysans. Elle traverse une grave crise agricole, il s'ensuit une crise industrielle qui entraîne la fermeture des manufactures, jetant des dizaines et bientôt des centaines de milliers de personnes dans la famine et le chômage. Ah, chômage? T'as dit chômage? Je vois un terme d'époque, ça. Tant qu'à faire, t'as qu'à dire Pôle emploi. Bon, allez, je reprends. En 1789, à la Cour, les scandales financiers ne cessent d'augmenter. On n'a pas attendu Cahuzac ou Fillon. Bon. Des rumeurs de banqueroute, à savoir la faillite des banques et la chute de la bourse, plongent le peuple dans l'angoisse la plus totale. Comme vous aujourd'hui. Non, allez, pas comme vous aujourd'hui. À l'époque, les citoyens payent de nombreux impôts. La taille au roi, la dîme au clergé, la TVA. Bon, non, pas la TVA, c'est vrai, je déconne. Le cens, le champard. Les nobles ne payent pas d'impôts, ils sont uniquement payés par le tiers-État. La France était gouvernée par un type tout seul, un mec normal, un peu mou. Le roi Louis XVI, je parle du roi Louis XVI. Le roi nomme les personnes au service de l'État. Ces divers conseillers, ministres et premiers ministres n'ont strictement aucun pouvoir décisionnel. Le roi a tous les droits, il fait les lois, décide à qui elles s'appliquent, à qui elles ne s'appliquent pas. Il dirige la justice et décide une politique d'austérité. Bon, ça suffit. Devant tant de difficultés, après avoir changé de ministre de Finances plusieurs fois sans résultat, eh bien le roi décide de convoquer les États généraux après avoir demandé les doléances au peuple. Et ça, c'est la grosse connerie. Bon, bien, tu ne donnes pas ton avis sur la Révolution. Des députés élus dans chaque province représenteront les trois ordres. La noblesse, le clergé, le tiers-État. Trois ordres. Mais c'est incompréhensible. Aujourd'hui, on dirait les trois classes sociales. Enfin, depuis Karl Marx. Bon, les trois classes sont... La noblesse, 2% de la population. Ce sont les riches, les possédants, les nantis. Ils ne payent pas d'impôts. Le clergé, 1% de la population. ce sont des curés, abbés, évêques, des moines. Ils sont des dizaines de milliers. Les plus riches d'entre eux vont soutenir la noblesse. Les plus pauvres d'entre eux vont soutenir le tiers-État. Et enfin, le tiers-État, c'est... les paysans, les paysannes. Les travailleurs, les travailleuses. Les ouvriers, les ouvrières. Les commerçants, les artisans, les médecins, riches ou pauvres. Dans chacun de ces ordres, le peuple va élire des députés qui vont s'emparer des cahiers des doléances et monter à Paris. Bon, on va y aller. Ça va aller très vite. Attention, cramponnez-vous. Vous allez être précipités au cœur de l'histoire. Vous serez par moments citoyens, députés, soldats. Vous allez devoir courir. Réglez vos chronomètres. Attention. 3, 2, 1, c'est parti! Les vignes sont dévastées, on n'a plus rien. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Les oliviers ont gelé. On n'a plus rien à vendre. La récolte des châtaignes, une misère. On n'a jamais eu un hiver aussi froid. On ne peut plus avoir de pain. Le pain en novembre coûtait 4 sous. En janvier, 8 sous. En février, 14 sous. En mars, 15 sous. Aujourd'hui, on est le 3 juillet. Il coûte 3 francs. On a laissé la liberté du commerce du grain. On a laissé tout faire à ceux qui exportent le blé. Les accapareurs, les spéculateurs. Tous ceux qui commercent avec le blé s'en mettent plein les poches. Mais à nous, nos poches, elles sont vides. On va pas se laisser faire. Non, on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. À Bagnols, ils ont forcé le consul à faire baisser le prix du pain. Dans la ville d'Amiens, ils ont saisi le blé des Jacobins et l'ont vendu au peuple 3 fois moins cher. À Nantes, ils ont envahi l'hôtel de ville. À Sète, ils ont dévasté les maisons des boulangers. À Limoges, ils ont tendu
des embuscades au convoi de blé qui arrivait en ville. Non, on va pas se laisser faire. Sinon, on va tous crever. Sinon, on va tous crever. Néguerre. Sire, Ça va mal. Le peuple a faim, les gens sont mécontents, les caisses sont vides, je ne sais plus quoi faire. il y a eu la sécheresse, un hiver très rude. Les récoltes sont maigres et les impôts ne rentrent pas. Et puis, ces guerres nous coûtent très cher. Pour ce qu'elle nous rapporte, Ah, la gloire, Majesté, la gloire. Lafayette a fait des miracles en Amérique. L'histoire se souviendra de nous. J'ai bien peur qu'elle se souvienne de moi, mais pour d'autres raisons. bon, Néguerre, vous êtes un homme intelligent, il doit bien y avoir un moyen. Il faut prendre l'argent là où il se trouve, Majesté. Voilà. Mais Néguerre, soyez plus précis. Vous savez que moi et les affaires... Majesté, c'est très simple. Le peuple est sur la paille. Il reste les nobles, les grands bourgeois, le clergé. Néguerre, venez-en au fait. Réunissez les États généraux et faites voter un nouvel impôt. C'était la proposition de Brienne l'an dernier. Nouvel impôt, mais vous êtes fou. Le tiers-État sera très mécontent. Le tiers-État ne sera pas contre une nouvelle loi qui fera payer les riches. Les riches, vous croyez? Ils s'en frotteront les mains, Majesté. Vous êtes sûr? Oh, j'en mets ma main à couper. Tant que c'est que la main. Vous verrez, tout se passera bien. Bon, qu'il en soit ainsi. Allez-vous convoquer les États généraux? Qu'est-ce que j'entends? Vous voulez convoquer les États généraux? Vous allez faire venir ces bouseux à Paris? Mais Mimine, les caisses sont vides. Il n'y a plus d'argent. L'air va devenir irrespirable. S'ils veulent gagner plus, ils n'ont qu'à travailler plus. Mais ils n'ont pas assez d'argent, ils ne peuvent pas manger, ils peuvent plus s'acheter de pain. Qu'ils paient leurs impôts? Oh, mais ils payent leurs impôts, mais ça ne suffit pas. La dette publique augmente. Mais vous savez très bien que la dette publique existe depuis des siècles et qu'elle a toujours servi d'alibi pour faire payer les plus nombreux. Augmenter les impôts. Oh non, Néguerre a une idée. Il pense faire payer les riches, une sorte d'impôt sur les grosses fortunes. Mais c'est une folie. Ils vont se révolter. Non, Néguerre pense qu'ils arriveront à récupérer leur argent. Vous les connaissez. Faites comme bon vous semble. Moi, je vais aller faire des courses. Je n'ai plus rien à me mettre, mais avec cette chaleur... C'est ça, Mimine. Allez vous changer les idées. C'est bien vrai. Je ne sais plus quoi penser. Je vais finir par perdre la tête. Je vais finir par perdre la tête. Que c'est drôle comme expression. Ici. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Tous à Versailles, tous à Versailles, tous à Versailles. Aux États généraux. Aux États généraux. Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances et la prospérité du royaume. Ces grands motifs nous ont déterminés à convoquer l'Assemblée des États de toutes les provinces. Arrêt du temps. Nous sommes le 5 mai 1789 et c'est le début des États généraux. Vous êtes tous des députés. La cocarde. Tous les députés portent une cocarde. Oh, il faut en mettre une. Non, désolé, le budget n'a pas permis d'en faire pour tout le monde. C'est comme ça. Et les femmes aussi, hein. Vous êtes des députés. Mais nous, on fait semblant. Les femmes n'avaient évidemment pas le droit d'être députées. Voilà. Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le plus grand bien de l'État. Je me nomme premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je fais gloire de gouverner par droit divin. Vive le roi! Monsieur... Necker, quand c'est gris, c'est Necker. Monsieur Necker, veuillez instruire nos bons députés des trois ordres de l'état de nos finances. Majesté, Monsieur le Duc d'Orléans, Messieurs les députés, nous devons en priorité nous préoccuper de la dette publique. En effet, les emprunts contractés par mon prédécesseur, Calonne,
ainsi que le report de la dette et le paiement de ses emprunts, ne nous permettent pas d'envisager un redressement des finances du royaume. Du moins, pour l'instant. Le montant total du déficit avoisine les... 620 millions de livres. 620 millions de livres, dont 517 millions 517 millions pour le seul report de la dette. Les impôts directs s'élèvent à 430 millions de livres. 430 millions de livres, Majesté. Les impôts indirects à 317 millions 317 millions. Le montant total du déficit avoisine les 100 millions de livres, soit près de 20%. Nous devons également considérer notre investissement auprès de l'Amérique et de sa guerre d'indépendance. J'ai noté 17 millions de livres pour les corps d'armée, 500 000 livres pour le maréchal de Lafayette, général commandant de ce corps expéditionnaire, 1 200 000 livres pour les corps d'armée et les frais de nourriture. Cet investissement peut certes nous rapporter estime et attachement, mais grève quelque peu les finances de l'État français. Venez, approchez, citoyens députés. Nous n'arriverons à rien. Les débats s'enlisent. 3 longs jours que nous écoutons le discours de Necker sur les finances. Le roi et les nobles ne veulent rien changer. Personne ne parle de réforme politique. La province gronde. Hier, les citoyens de Grenoble se sont élevés contre les édits du roi. Clergé et noblesse doivent entendre raison. Oui, ils ne le feront pas. De toute façon, les nobles et le clergé voteront toujours contre le tiers-état. Oui. À ce jeu-là, nous serons toujours perdants. Oui. Si nous votons par ordre, le clergé et la noblesse auront 2 voix contre nous. Nous devons voter par tête. Oui. Nous devons exiger le vote par tête. Oui. Il faut faire des propositions, rénover les institutions, supprimer les inégalités. Oui. Il faut supprimer les privilèges de la noblesse, du clergé, de tous les riches. Oui. Il faut détruire les paradis fiscaux. Tous les citoyens doivent payer leurs impôts. Oui. Les multinationales doivent payer leurs impôts, comme tout le monde. Il faut exiger le vote par tête et non par ordre. Bien sûr. Il faut limiter le profit des actionnaires. Il faut abolir la taille, la gamelle, le 20e, la corvée. Oui. Il faut nationaliser les banques. Il faut fonder des hôpitaux d'arrondissement où les pauvres auront le droit de se réfugier. Oui. Vive la semaine de 4 jours. Il faut établir dans toutes les paroisses des sages-femmes, des maîtres et des maîtresses d'école. Oui, bien sûr. Halte au chômage. Citoyens, citoyennes, créons une assemblée. Nous l'appellerons Assemblée nationale. Oui. Il proclame une assemblée nationale? Comment ose-t-il, duc d'Orléans? Je vous l'avais dit, mon cousin. Vous n'aviez pas à demander son avis à cette populace. Il convient maintenant de ramener l'ordre avec l'autorité qui vous sied. Non, mon cher cousin. Il suffit simplement de les empêcher de se réunir. Faites fermer la salle des menus plaisirs. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées? C'est un outrage. La porte est fermée. On nous interdit d'entrer. Allons à la salle du jet de paume. Oui. Faisons le serment de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent, jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Le roi sera bien obligé de nous entendre. Oui. Oh, messieurs les députés, pour montrer notre bonne volonté, nous acceptons de siéger en ordre séparé. Majesté, nous avons fait le vœu de ne jamais nous séparer, et ce jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Oui. Mais je déclare nul, illégal et inconstitutionnel toutes ces décisions de la prétendue Assemblée nationale. Je suis le seul et unique garant du bien de mon peuple, et je vous ordonne de vous disperser sur le champ. Non, bouge pas. Vous avez entendu? Le roi vous a donné l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne.
allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Vive Mirabeau! Vive Mirabeau! Nous ne bougerons pas! Nous ne bougerons pas! Staying alive! Staying alive! On enchaîne. Allez, on enchaîne. Ainsi, ils veulent rester, duc d'Orléans. Eh oui, mon cousin, ils veulent rester. Eh bien, foutre qu'ils restent. Mais il faut envoyer des troupes, écraser cette racaille. Majesté, monsieur le duc d'Orléans, il faut trouver un compromis. Ils ont établi un cahier de doléances, ma foi, fort bien fait, dans lequel ils ont inscrit des choses, ma foi, fort intéressantes, comme par exemple, il faut supprimer la monarchie. Bon, ça c'est peut-être un peu fort. Il faut créer des crèches, etc. Majesté. Necker, vous m'indisposez. Je me passerai dorénavant de vos conseils, vous êtes congédié. Necker, retour en Suisse. Quant à vous, mon cousin, je vous entends. L'ordre est menacé. Faisons venir des régiments composés d'étrangers autour de Paris et de Versailles. Vive la Diargéna! Vive Abolition des privilèges. Nous sommes le 13 juillet 1789. Devant tant de controverses et de malentendus, le peuple de France et de Paris s'échauffe, s'agite, bouillonne. Le roi masse des troupes autour de Paris. Le peuple prend peur. Necker est chassé. J'arrive de Versailles, Necker est chassé. Necker est chassé, c'est le tocsin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir même, des bataillons entiers, allemands et suisses, vont envahir le champ de Mars pour nous égorger. Une seule solution s'offre à nous, saisir les armes. Oui. Que tous ceux qui veulent se battre mettent cette cocarde verte, couleur de l'espérance. Ce sera notre symbole. Je préfère mourir libre que demeurer esclave. Oui, bravo Camille. Vive les moulins! Laisserons-nous la tyrannie triompher de la liberté? Non. Laisserons-nous à un seul homme le pouvoir d'effacer en un seul jour le droit de voir naître un peuple libre en France? Non! Aux armes! Les armes, on les prend où? À l'hôtel de ville! À l'hôtel de ville! Et la poudre? Et les canons et les fusils? À la Bastille! Je suis élu par le comité d'arrondissement, monsieur le gouverneur de la Bastille. Nous voulons la poudre. Ouvrez les portes. La poudre! Les portes! Allons, messieurs, je ne connais rien à ce prétendu comité d'arrondissement dont vous m'entretenez. Et même si vous avez été élu, je ne puis rien pour vous. Je tiens mes ordres uniquement du général de la garnison royale. Wouh! La poudre! Vous pouvez, si vous le voulez bien, me produire un courrier de Sa Majesté le Roi. En attendant les ordres, je ne puis que vous dire de vous disperser. Non! La boue! La poudre! Dispersez-vous! Venez. On va vous raconter comment nous, le peuple de Paris, on a pris la Bastille. Nous voilà avec nos fusils. Pas de poudre et pas de balles. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur, dame? Avec des fusils. Pas de poudre et pas de balles. Les magasins de salpêtre, les gardes françaises aussi en avaient des balles, qui partageaient avec nous. Mais ça ne suffisait toujours pas. On était presque 40 000 à ce moment-là. Alors, d'un seul coup, il y a un bruit qui a couru. De la poudre, des balles. Et là, vous savez où? À la Bastille. Alors, on était à la Bastille. Et on s'est adressé à Delaunay, le gouverneur de la Bastille. Et on lui a dit: Delaunay, donne-nous des armes. Eh ben, il n'a pas voulu nous en donner. Alors on a dit: ça ne fait rien, on les prendra quand même. Alors on a mis le siège devant la Bastille. Et c'est que c'était pas facile. Parce que la Bastille, c'est un château fort, avec des murs épais comme ça, des grilles, des ponts-levis. On savait pas comment rentrer dans ce machin-là. On piétinait, on s'impatientait.
Il y avait une délégation qui avait réussi à rentrer à l'intérieur, parce qu'il y avait un député à sa tête. Turio, il s'appelle, député. Et Turio, il essaye de convaincre Delaunay de nous ouvrir les portes et qu'il n'y aurait pas d'effusion de sang. Mais Delaunay, je voulais rien entendre. Et Turio, il est sorti gros comme devant et il nous a dit je peux rien pour vous. Alors nos désespoirs n'ont plus comme une fond. On se sentait impuissant au pied de ces murailles. Quand il y en a un de chez nous, un plus malin que les autres, un charron, c'est vrai. Il est passé par les toits des casernes qui jouxtaient la Bastille, et avec une hache, il a rompu les chaînes du premier pont-levis. Quand le premier pont-levis a été tombé, on s'est engouffré dans la première cour. Et là, ils se sont mis à nous tirer dessus. La double garnison de Delaunay, un régiment de Suisse et d'invalides. À un moment, il y a une deuxième délégation venue de l'hôtel de ville, mais avec un drapeau blanc en tête, pour parlementer. Alors nous, quand on a vu le drapeau blanc, mettez-vous à notre place, qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé nos armes. On a cessé de tirer. Eh bien, eux, ils ont tiré sur la délégation et sur le drapeau blanc. On a dit, ça fait rien. Plus il y aura de morts, plus il y aura de blessés, eh bien, ça comblera les fossés, et on pourra passer. Et c'est ce qu'on a fait. Et de la première cour, on est passé dans la deuxième. De la deuxième, de la troisième. Nos rangs s'éclaircissaient. Il y en avait qui tombaient. Il y avait des morts et des blessés. Il y avait du sang qui coulait, de la fumée partout parce qu'il y avait le feu dans les cuisines. On n'y voyait pas à 10 pas. On savait plus qui était avec nous, qui était contre nous. Mais on avançait. Et à un moment, les invalides, ils ont eu honte. Ils se sont rendus compte de ce qu'ils étaient en train de faire. D'égorger le peuple de Paris, de tuer leurs frères. Qu'ils n'en avaient pas le droit. Ils ont refusé de tirer sur nous. Ils ont baissé leurs armes. Ils ont forcé Delaunay à se rendre. Fou de terreur, il était Delaunay. Et il s'est rendu. Et on l'a prise, la Bastille. On l'a prise. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris, ivre de colère, de vengeance et d'injustice, s'empare de la Bastille. C'est un carnage. La tuerie fait 100 morts. Le peuple se venge. À coups de sabre, il coupe la tête du gouverneur Delaunay et le brandit au bout d'une pique, au milieu de la foule. Dansons. La Carmagne danse. Qui veut Carmagne danse. Carmagne danse. La Carmagne danse. La Carmagne danse. Du gazon. La Carmagne danse. La Carmagne danse. La Carmagne danse. Du gazon. La Carmagne danse. Stop, stop, stop. On enchaîne. Dansons. Pendant ce temps, à Versailles, le roi Louis XVI revient de la chasse. Sur son carnet, on peut lire à la page du mardi 14 juillet « Rien ». Votre Majesté, c'est terrible. Le peuple vient d'envahir les Tuileries, de prendre la Bastille. Ah bon? Mon bon peuple? Il y a eu des morts, et Delaunay et plusieurs de ses gardes ont été lynchés et décapités par la foule. Ils sont en train de démolir la Bastille. Mais c'est une révolte! Non, sire, c'est une révolution. Au même moment, dans la chambre de la reine, entre Madame de Landal, marquise et première suivante de la reine. Ce peuple qui s'agite est fâcheux. Persuadez le roi de rejoindre ses pairs à l'étranger. Vous le devez, madame. Louis est une tête de mule. Il préfère aller à Paris, se réconcilier avec ses fidèles sujets. Ces fidèles sujets qui vont l'assassiner, oui. Mais vous, chère madame, venez avec moi, je vous en conjure. Mais je ne peux pas partir. Je dois rester près de Louis. Là où il est, mon devoir. Mais chère madame, votre devoir, c'est de préserver la couronne. Oh, cette populace me fait peur, Marie-Thérèse. Prions Dieu qu'elle se calme. Ah oui. Hop là. Je crains que Louis n'ait commis une lourde maladresse qu'il devra effacer dans le sang. Allons, madame, soyons gais.
Et allons essayer le nouveau collier de diamants. Oh oui, j'en frissonne déjà de plaisir. Je vais de ce pas le montrer aux enfants. Mais d'abord, jurez-moi, Marie-Thérèse, d'aller faire porter cette missive à mon cousin Léopold. Jurez? Quel jure? Mousseline? Mousseline? Vous avez bien entendu. La reine a envoyé un message à son cousin Léopold II. Le pouvoir commence à trembler. Les Parisiens, eux, ont confiance dans leur Assemblée nationale. Néanmoins, ils se réunissent autour de l'hôtel de ville, élisent un conseil municipal et créent la première commune de Paris. Vous assistez en direct à la création de la première commune libre de Paris. On applaudit la commune. Elle porte à sa tête un érudit, monsieur l'astronome ou Bailly. Allez, vite à l'hôtel de ville. Nous venons de créer la commune de Paris. Vous m'avez élu maire. Je vous en remercie. Je remercie le peuple de France de sa détermination. Maintenant, nous devons recevoir avec dignité notre roi. Oui, que personne ne crie « Vive le roi ». Il arrive. Hoche. Vous voilà maire, monsieur l'astronome Bailly. Il n'y avait pas de maire à Paris autrefois que je sache. Eh bien, maintenant, si. Le peuple a décidé de créer une commune et de m'élire maire. Mais si le peuple l'a décidé... Et vous, marquis de Lafayette, que faites-vous, séant? Le peuple m'a nommé général de la garde nationale. Oh, une garde nationale, voilà qui est nouveau. Je dois donc vous féliciter, monsieur le général. Tous les partisans de la liberté portent cette cocarde rouge et bleu aux couleurs de Paris. Mais je fais rajouter le blanc, couleur de la monarchie. Excellente idée. J'ai ordonné le retour des troupes autour de Paris et de la capitale. Et demandé le retour de Necker. Et nous voici à la fameuse nuit du 4 août 1789. Il n'existe pas une ville de France dont une rue ne porte le nom de Nuit du 4 août. Cette nuit-là, l'Assemblée nationale se transforme en assemblée constituante. Elle se donne pour objectif de donner à la France une constitution, un document qui définit les règles de la démocratie. C'est la première constitution du monde! Non, il y avait les États-Unis avant. Oui, je sais. Les Américains ont fait une constitution avant la nôtre. Mais elle était beaucoup plus petite. Il y avait beaucoup moins d'articles. Je n'en parlerai même pas. Cette nuit-là, dans la foulée, les députés votent l'abolition de l'esclavage, l'abolition des privilèges, l'abolition des droits de la noblesse. Souhaitons-nous pareille assemblée? Les députés inventent les départements, le système pénal, le code métrique. Partout en France, les gens se réunissent pour parler d'échange, d'égalité, de fraternité, de partage. Ils créent des clubs et des sociétés révolutionnaires. La société révolutionnaire de Rennes, de Besançon, de Toulouse. À Paris, les plus célèbres d'entre eux sont le club des feuillants. Des faillots. Le club des Girondins. Oui. Des consensuels. Et alors? Et le plus célèbre, le plus ultra d'entre eux, le club des Girondins. Cordeliers. C'est nous les Girondins. Oui, les Cordeliers. Là, on retrouve les plus illustres, les plus grands esprits de la Révolution française. Alors, Danton. Moi, je veux le faire. D'accord. Saint-Just. Oui, Saint-Just. Marat. Ah oui. Marat. Qui j'ai oublié? Desmoulins. Oui. Desmoulins. Et alors? Et le plus célèbre, l'illustre Maximilien de Robespierre. Regardez, il est là. Il monte à la tribune. Allez, on l'acclame, on l'acclame. Citoyens
du club des Cordeliers. Toute spéculation mercantile que je fais aux dépens de la vie de mon semblable n'est point un trafic. C'est un brigandage et un fratricide. La subsistance publique circule-t-elle lorsque des spéculateurs avides la retiennent entassée dans leur grenier? Non. Alors comme ça, en 1789, on spéculait déjà. Circule-t-elle lorsqu'elle est accumulée dans les mains d'un petit nombre de millionnaires qui l'enlèvent au commerce pour la rendre plus précieuse et plus rare, qui calculent froidement combien de familles doivent périr avant que la denrée ait atteint le temps fixé par leur atroce avarice? Non. Aujourd'hui, c'est 80 personnes qui détiennent la fortune complète de toute la planète. Circule-t-elle lorsqu'elle ne fait que traverser les contrées qui l'ont produite, aux yeux des citoyens indigents qui éprouvent le supplice de Tantale, pour aller s'engloutir dans le gouffre inconnu de quelques entrepreneurs de la disette publique? Non. Le profit au bénéfice des actionnaires. Voilà, c'est là le début de Pôle emploi, ça a démarré là. Contrôlons la spéculation. Interdisons-la. Allons à l'Assemblée nationale déposer cette motion. Allez, allons à l'Assemblée. Avec une motion comme ça. Monsieur le Président de l'Assemblée, les Girondins souhaitent déposer une motion pour les chaussures de l'armée du Rhin. Non, Brissot, je vous ai déjà dit que ce n'était pas possible. Nos soldats sont déjà de sans-culottes. Vous ne voulez pas qu'en plus, ils soient de bas-nu-pieds? Je voudrais déposer une motion. Oui. Tout à l'heure, Robespierre, les motions, c'est après la Silence dans l'Assemblée. Messieurs les députés, aujourd'hui, nous votons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme et de la femme, et la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme Et de la femme. afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif en soient plus respectés, et afin que les réclamations des citoyens, fondées sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Et de toutes. Silence, citoyenne. Article 1. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Motion adoptée. Nous, les femmes, pourquoi on n'aurait pas le droit de vote? Silence, citoyenne. Olympe de Gouges, vous commencez à me les briser menus. Laissez travailler les membres de l'Assemblée nationale. Bien d'accord, je vais aller écrire les droits de la femme. Eh bien, allez-y, Olympe. Écrivez. Vous allez écrire, Olympe? Oh, vous exagérez. Mais elle m'énerve. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Oh, femme, mais quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis de la Révolution? Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Article 11. La libre communication des opinions et des pensées est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc écrire, parler, imprimer librement. Oui. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Si je peux rajouter l'article 15. La société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. Bon, allez, merci, messieurs les députés, pour ces bons droits. Si l'histoire nous le permet, on les transmettra au monde entier. Mais en attendant, on est en retard, on passe directement à la scène suivante. La 15, rien n'a changé pour le peuple. Octobre 1789. Les jupes, dépêchez-vous, dépêchez-vous, oui. Dépêchez-vous. Oui, c'est comme ça. En place. Très bien. Citoyenne, rien n'a changé pour le peuple. On a faim. Le prix du pain augmente. Oh non, je n'ai plus rien à donner. Pendant ce temps, mais ce gros cochon et l'Autrichienne fait espoir à Versailles. On a faim. Marchons tous sur Versailles. Oui, tout ça, Nous voulons voir le roi. oui. Le Je crois qu'ils n'ont plus de pain. Qu'on leur donne de la brioche. De la brioche. Emmenons-les à Paris. Oui. Marquis de Lafayette, Marquis de Lafayette. Majesté. Ces troubles sont bien fâcheux. Je consens à rester aux Tuileries, mais il faut que cette agitation cesse et que ces prétendus députés se calment. Ne craignez rien, Majesté. Votre droit de veto garantit à ce peuple que cette assemblée ne les entendra pas dans l'anarchie. Bon, cette monarchie constitutionnelle est, ma foi, une bonne issue. Bon, gageons que cet équilibre précaire ne fasse long feu. Je contrôle la force publique, Majesté. Je saurai faire empêcher tout débordement. Bien. Bon, bien, citoyens, citoyennes, députés. Je jure de faire respecter cette constitution adoptée par l'Assemblée nationale. Vive le roi! Nationalisons les biens du clergé. Oui. Les prêtres seront payés par l'État. Oui. Ils devront jurer fidélité à la Constitution. Ça, c'est n'importe quoi. Et toi, le curé, mets-toi à genoux et jure. Jure. La question. À genoux. Attrapez-le. Jure. Secret par le caractère. Attrapez-le. À genoux. Jure, salaud. Jure. Allez. Mais il bafoue l'Église et la volonté de Dieu, que je ne respecterai jamais cette prétendue constitution civile du clergé. Il faut limiter les pouvoirs de ce capet. Oui. Le pouvoir au peuple. 20 juin 1791, 9 mois après son arrivée aux Tuileries, retournement de situation. Écoutez-le. Oui, cette fois, nous sommes en danger. Les émeutes se multiplient. Des châteaux ont été incendiés. Des nobles pendus à la lanterne. Oh, je vous en prie, Fillon, partons à Metz. Mon cousin Léopold nous fera protéger. Un carrosse nous attend. Oh, je vous en prie, partons. Oui, je vous entends. L'ordre est menacé. De l'étranger, nous pourrons rétablir de l'ordre dans ce pays. Tout est prêt. Le comte Fersen s'est occupé de tout. Notre équipage est prêt. Comte Fersen. Comte Fersen. Comte Fersen. Je suis le comte Fersen. Faites-moi une vie, madame. Nous partons de nuit rejoindre des troupes autrichiennes. Mais je sais ce que j'ai à faire, comte Fersen.
un superbe carrosse en or avec 6 chevaux. Non mais tu plaisantes, Sylviane. C'est pas un carrosse, ça c'est une vulgaire caisse. Non mais moi je refuse de faire la fuite de la reine dans une caisse. Non mais attends Valérie, on fait avec les moyens qu'on a. Hein. Tu sais bien qu'il n'y a plus de fric au foyer culturel. Attends, et tu sais en plus qu'on nous a baissé encore les subventions cette année, alors... Non mais moi c'est pas mon problème. Moi je veux un carrosse digne de la reine, attends Sylviane. Non mais attends, c'est bon là. C'est vrai. Non, là on joue une pièce pour l'abolition des privilèges. Hein, tu vas pas commencer à nous réclamer un carrosse, non? Non, moi je veux non. Oui ou non? Arrête de faire ta star, travaille dans l'imaginaire, nom de Dieu, ton imaginaire. C'est un carrosse. Ouais, c'est bon, je vais le faire. C'est intéressant parce que là, il n'y a pas de chier. C'est le carrosse. Voilà. Je suis commissaire du peuple de Varennes. Contrôle d'identité. Papier de la caisse. Du carreau. Cher commissaire, nous ne sommes que de braves commerçants. Tenez, prenez ce louis d'or. Regardez, c'est lui, le roi, c'est le roi. Mais oui, c'est Louis. Oh, c'est lui. C'est le citoyen Capet. Ah oui. Descendez de la remorque. Ramenons-les à Paris. Oui, à Paris. Cette fois-ci sous ma garde. À Paris. Non mais... Allez. À Paris. Allez. À Paris. Le roi s'est enfui. Louis Capet doit être le dernier roi qui a régné sur la France. Plus de demi-mesure. Le club des Cordeliers exige que la France soit désormais une république. Marat, 17 juillet 1791. À l'étranger, les monarchies s'inquiètent de cette révolution sans précédent et des menaces qui pèsent sur la famille royale. Ah! Ces Français sont des Doomkopf, des fous dangereux. Moi, Léopold II, je dis que si vous touchez un seul cheveu de ma cousine Marie-Antoinette et de le roi, nous anéantirons votre armée et votre assemblée de polichinelles. Nous sommes menacés. La guerre. Il faut déclarer la guerre aux Autrichiens et aux Prussiens. La guerre. Non, il ne suffit pas qu'un peuple entre armé chez un autre peuple pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Les peuples de toute l'Europe nous attendent. Oui. On veut la guerre. On veut la guerre. Bien, messieurs, conformément à vos vœux et à la Constitution, je demande... la guerre. Jawohl, danke schön. Bon, j'ai besoin de soldats pour aller à la guerre. Vous allez venir avec nous? Bon, tu es prêt? Oui. Gauche. Attention, Pompadour. Gauche.
stratégie militaire, Lénine. Ça va décaliller. Voilà. Les troupes autrichiennes et prussiennes sont les plus fortes. Ils vont laminer les troupes françaises, donc laminer les révolutionnaires. Et nous serons rétablis sur le trône. Ah, ça c'est de la stratégie royale. Oh, j'ai tant hâte que ce peuple revienne à la raison. Nous ne sommes pas préparés! Il faut nous exterminer! Ceci est une première leçon. Et il y en aura beaucoup d'autres. 1000, 10 000 têtes doivent tomber ici. C'est peu par rapport au nombre de concitoyens tombés sur les champs de bataille. Il faut éliminer les traîtres, à commencer par le plus grand d'entre eux, Louis Capet, son espionne autrichienne et son valet Lafayette, 13 août 1792. Envahissons les Tuileries! Oui, Faisons rendre gorge à ce gros Capet! Il faut nous rendre avec lui l'ennemi! Tous à Tuileries! Tous à Tuileries! Ça ira, ça ira, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, à la lanterne. Les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, à la lanterne. Les aristocrates, on les pendra. Les Prussiens envahissent la France! Ils avancent sur Paris! Ils vont tous nous tuer! Ils vont nous assassiner! Égorger nos enfants! La nation est en danger! Tous à la nuit! Tous à la nuit! Allons, enfants. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, mes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Nous avons repoussé l'ennemi! proclamons à la face du monde que la monarchie est abolie en France. Vive Danton! Vive Danton! Que la nouvelle Assemblée propose une nouvelle constitution au peuple pour être votée et qu'à partir d'aujourd'hui, tous les textes publics soient datés de l'an 1 de la République française. Vive la République! Et maintenant, l'instant que vous attendez tous. Nous allons vous présenter celle qui a côtoyé tant de beaux mondes, des hommes comme des femmes. Elle est née le 25 mai 1790. Elle a fait les beaux jours de la Révolution française. On l'appelait la demoiselle. Mais elle est plus connue sous le nom de Guillotine. Méfie-toi, Danton. Tu es le chef de la Révolution. Tu es riche et puissant. Les riches te jalouseront mais te pardonneront. Les pauvres te pardonneront seulement si tu conduis la Révolution vers une fin juste et naturelle. Une fin juste? C'est la mort du roi que tu veux? Tant qu'il vivra, le citoyen Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres. Un roi doit régner ou mourir. Je suis inflexible pour les oppresseurs parce que je suis compatissant pour les opprimés. Je demande la mort! 21 janvier 1793, exécution du roi Louis Capet. Je meurs innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Et je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre
ne retombe jamais sur la France. Je... Guillotine! À la mort du roi, les troubles s'amplifient. Les factions se durcissent, les chouans se révoltent, les royalistes prennent appui sur l'étranger. La France est au bord de la guerre civile. À l'Assemblée nationale, les Girondins, eux, sont pour la modération. Mais les montagnards veulent poursuivre l'œuvre révolutionnaire à tout prix, même celui du sang. Nous devons rendre coup pour coup à nos ennemis. Je demande 100 000 têtes. La terreur paralysera les traîtres et les contre-révolutionnaires. La République sera sauvée. La guerre n'est pas finie. Les populations se révoltent dans l'Ouest. Et nous avons affaire à des modérés. Ce sont les modérés et les Girondins qui sont maintenant nos ennemis. Il nous faut un nouveau tribunal révolutionnaire. Une justice sommaire? Mais vous êtes fous! Déjà, on nous traite de dictateurs. La volonté générale n'est pas la volonté du plus grand nombre, mais la volonté des purs, chargée d'éclairer la nation sur son véritable bonheur et ses véritables désirs. Il faut arrêter ces Girondins modérés. Danton, ne te mets pas en travers de la volonté du peuple. Tu veux parler de ta volonté? Pour tous ces Girondins, je demande la mort. Il faut aller plus vite. Créons un comité de salut public. Citoyens, la commune est dominée par des fous dangereux. Je demande sa mort. Guillotine. Au même moment, en pleine terreur, Charlotte Corday, une jeune femme de 25 ans. Charlotte Corday, l'arrière-petite-fille de Pierre Corneille, bouleversée par la folie meurtrière qui s'empare de son pays, quitte Caen et monte à Paris. Elle est décidée au sacrifice suprême, donner sa vie pour enrayer la terreur. Elle choisit sa cible avec soin, le citoyen Marat, le meneur de la répression sanglante et aveugle. Et elle l'assassine dans sa baignoire le 13 juillet 1793. Marat! Mais il est sourd! Il est sourd! Mais qu'est-ce que vous faites là? Et comment vous êtes entré? J'ai une maladie de peau. Tout le monde le sait. C'est historique. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc que t'as sur la tête? On dirait, je sais pas, une méduse. Oh là là! On avait dit pas les costumes! Ouais, mais là, c'est quand même... C'est bon, Moi, Charlotte Corday, je tue un homme pour en sauver 100 000. La République mérite qu'on la défende au prix de sa vie. Citoyens jurés, en tant qu'avocat, je vous demande de faire preuve de la plus grande clémence sur cette pauvre femme qui n'a fait que son devoir. Prenez garde, citoyens. Et vous, avocats, qu'en ne protégeant les autres, vous ne vous condamnez vous-même. D'accord. Citoyenne Corday, la sentence est la mort. Guillotine. Bon, on est à la bourre. Il faut couper la reine. Comment ça couper? Guillotiner. On peut pas la guillotiner, on n'a pas de preuves. Bah, on n'a qu'à dire qu'elle a couché avec Madame de Lamballe. Un inceste, elle a couché avec son fils. Oh, citoyenne Capet, qu'avez-vous à répondre? Oh, c'est nul, je dirais rien, n'importe quoi. Ah, mais ça c'est vrai, c'est historique. Hein. Ils ont vraiment prétendu ça, les députés, qu'elle avait couché avec son fils. Le tribunal, à l'unanimité, vous condamne à mort. Guillotine. Moi, Olympe de Gouges, je proclame les droits de la femme et de la citoyenne. Les mères, les filles, les sœurs, représentants de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale.
considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Le tribunal, à l'unanimité, vous condamne à mort. Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort. Citoyennes, bientôt vous aurez le droit de vote. Il faudra quand même attendre 152 ans à peu près. Guillotine! Pour sauver la révolution, la vertu et la justice doivent s'accompagner de la terreur. Oui. Obligeons les traîtres à prouver eux-mêmes leur innocence. Et tous ceux qui ne pourront pas prouver qu'ils ont soutenu activement la révolution seront exécutés. Oui. Guillotine! 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 À Paris, pendant la Grande Terreur, 3675 citoyens guillotinés. À Orange, 332 guillotinés! À Bayonne, 62 guillotinés. À Bordeaux, 298 guillotinés. À Arras, 391 guillotinés. À Rennes, 267 guillotinés. En France, 47 222 guillotinés. À Paris, tués à l'arme blanche. 1395. À Lyon, 3100 exécutions, dont 1875 par canonnade. Toulon, 2000 fusillés! Au Havre, 4800 exécutés par noyade. Et en Fondsé, 260 000 exterminés. Femmes, 22 000, enfants, 15 000. Le 25 mai 1792, le bourreau Samson décapite 56 têtes en 24 minutes. Voilà, on enchaîne. Robespierre, ça suffit. Des gens ont été exécutés uniquement parce qu'ils ont prononcé le nom de Lafayette ou de Brissot, ou parce qu'ils ont de la famille à l'étranger. Desmoulins, si nous arrêtons maintenant, tout ce que nous avons construit s'écroulera comme un château de cartes. Mais c'est toi qui es en train de tout détruire. Notre Constitution, notre Déclaration des droits de l'homme, notre liberté, notre fraternité. Danton, interviens. Je ne reconnais pas cet endroit. Les prisons sont pleines de pauvres diables dont le seul crime est de ne pas être fanatique. Des exécutions par milliers. Est-ce là la République que nous avons créée? J'accuse Danton et ses amis d'être des voleurs, des profiteurs et des corrompus. Danton, Desmoulins, vous êtes reconnus coupables de trahison. Robespierre, comment peux-tu faire cela, Camille? Comment peux-tu oublier ce que vous avez été l'un pour l'autre? Lucie Desmoulins, vous avez vous-même conspiré contre la Révolution. Robespierre, je t'en prie, c'est ton ami Camille et c'est moi, Lucille. Seule la justice doit nous guider. Seul le flambeau de la pureté doit éclairer nos choix et notre destinée. Vous êtes tous les trois condamnés à mort. Emmenez-les! Le tribunal, à l'unanimité, vous condamne à mort. Guillotine! Guillotine! Il n'y aurait pas eu de révolution sans moi. Il n'y aurait pas eu de république sans moi. Je suis vivant. Un jour viendra, on nous demandera quel genre d'homme nous avons été. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges. Je connais cette cour. Nous sommes tous condamnés à mourir. C'est moi qui l'ai créée. Guillotine! Éradiquons tous les partisans de la contre-révolution. Les ennemis du peuple doivent monter
à l'échafaud. Oui. Il ne s'agit plus de donner quelques exemples. Toute lenteur est un crime. Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit être que le temps de les reconnaître. Oui. Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit être que le temps de les reconnaître. Oui. Oui. Toi, Guillotine! toi, Guillotine! toi, Guillotine! toi, Guillotine! toi, Guillotine! toi. Guillotine! Citoyens, fêtons ensemble l'être suprême. Vos âmes ne sont qu'un souffle de vent qui passe dans le néant après la mort. Le vrai prêtre suprême est la nature. Son temple est l'univers. Son culte est la vertu. Menteur! La vertu éternelle. Menteur! Et la révolution n'a été qu'une transition. La révolution n'a été qu'une transition entre un règne de crime et un règne de justice. Assassin! 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 Allez dire au dictateur que le comité n'est plus son chien docile. Robespierre, c'en est fini de ta dictature. Il faut se débarrasser de ces montagnards enragés et que plus jamais ne résonne la lame de cette abjecte guillotine. Guillotine! Le 9 Thermidor, 28 juillet 1794. Robespierre, Saint-Just et le comité de salut public sont guillotinés, mettant ainsi un terme à la terreur et à la Révolution française. Écoutez. Peuple du monde, je suis dégoûté de voir le miracle de la vie tourner au cauchemar. Dégoûté de voir l'avidité de quelques-uns plonger l'ensemble de l'humanité dans la misère et le chaos. Je ne crois pas que l'homme soit parfait, non. Par nature, il n'est ni bon ni mauvais. Vous n'êtes pas majoritairement bon. Non. Vous êtes majoritairement mou. Trop mou. Ce sont nos gouvernements et nos financiers qui nous manipulent, qui nous abrutissent avec la croissance. La croissance. Mais la croissance pour qui? Peuple du monde. Nous allons rester là, si rien faire? Ceux qui obéissent sont des ignorants. Ceux qui en profitent sont des criminels. Il est temps de nous laisser aller à la rage de la justice. Nous allons faire flamber les banques pour chasser les traders, pulvériser la bourse, pour construire ensemble un monde plus beau, plus vrai, un monde de sagesse et d'utopie, un monde d'espoir, un monde d'avenir. Alors levons-nous et profitons de la mondialisation pour enfin la faire, cette révolution mondiale.
soir, à Manchester, un lieu de culture et de divertissement a été pris pour cible encore une fois. Le théâtre est un lieu de parole et c'est par une minute de parole que nous rendrons hommage aux victimes. Nous avons choisi les mots de l'écrivain Laurent Godet, extrait du texte Le serment à Paris, de Paris. Nous avons vu Paris pleurer, Tunis saisi d'effroi, Orlando gémir et Nice être renversé. Nous avons vu Beyrouth et Bruxelles, le monde aux quatre coins déchiré. Maudits soient les hommes qui prient Dieu avant de tuer. Ils ne nous feront pas flancher. Leur haine, nous la connaissons bien. Elle nous suit depuis toujours, nous escorte depuis des siècles, avec ces mots qui sont pour eux des insultes et pour nous une fierté. Mécréants, infidèles, je les prends ces noms. Juifs, dépravés, pédérastes, je les chéris. Cosmopolites, libres penseurs, sodomites, cela fait longtemps que je les aime, ces noms, parce qu'ils les détestent. Nous serons toujours du côté de la fesse joyeuse et du rire profanateur. Nous serons toujours des femmes libres et des esprits athées. Communistes, francs-maçons, je les prends tous. Nous sommes filles et fils de Rabelais de mai 68, paillards joyeux, insolents à l'ordre. Diderot nous a appris à marcher, et avant lui, Villon. Nous serons toujours du côté du baiser et de la dive bouteille. Ils ne vaincront pas. Nous lisons Hugo et Voltaire depuis trop longtemps. Nous sommes jeunes filles aux cheveux lâchés, mères libres, joyeuses dans leur sensualité. Nous sommes jupes au vent, sourires d'amour et les bretelles glissent du désir de tomber. Nous resterons athées pour longtemps encore, debout, poitrine nue et sourire de jouvence. À la terrasse de nos cafés, nous en avons fait le serment. Nous serons sensualité et libre pensée. Nous serons rire réfractaires et gourmands de liberté. Ils croient que nous sommes cibles molles et gens sans nom, hommes et femmes faciles à frapper. Ils ne voient pas qu'ils ne nous tuent pas lorsqu'ils nous abattent. De père en fils, d'amis en amis, de passant en passant, nous transmettons l'humanisme de combat. Et ce qui naît là, dans toutes ces foules de toutes ces villes, ce qui grandit et donne de la force de relever la tête, c'est la part belle que nous sauvons, siècle après siècle, comme un bien précieux au-delà de nos vies, la part belle de lumière, de sourire et d'esprit.